Bienvenue sur Avant j'étais prof, le podcast des enseignants en reconversion. Ici on parle sans tabou des doutes, des peurs et des déclics qui mènent les profs à se réinventer. Si vous avez déjà pensé à quitter l'éducation nationale, si vous avez peur de ne rien savoir faire d'autre qu'enseigner, si vous souhaitez vous informer sur vos droits ou si vous cherchez simplement des idées de métier, vous êtes au bon endroit. Chaque mercredi, je publie des témoignages de profs reconvertis, des parcours d'enseignants en reconversion et des conseils concrets pour vous aider à construire la suite de votre carrière. Je m'appelle Florence, avant j'étais prof, et j'espère que grâce à cet épisode, vous pourrez bientôt en dire autant. Leïla, bienvenue sur le podcast. Bonjour Florence, merci beaucoup de m'accueillir. Bon, ça fait longtemps qu'on discute sur les réseaux sociaux. Je te disais hors micro que je vais remonter notre conversation. Ça a remonté au moins à 2022. Et c'était des discussions trop mignonnes de début de reconversion, de « je pense que je vais faire ci, et si je demandais ça, mais est-ce que ça marchera ?» Et du coup, je me disais « Waouh, il y a vraiment du temps qui est passé. » Et oui, complètement. C'est vrai que ça remonte déjà et c'était toujours très chouette, c'est vrai, de poser des questions parce qu'on s'en pose mille en fait quand on veut Tout le temps. se convertir et voilà. Et du coup, ta page Instagram m'a pas mal inspirée aussi et tes podcasts m'ont donné pas mal d'idées au fur et à mesure des années. Ah bah écoute, c'est tout le but, donc j'en suis ravie. Et je suis toujours là quelques années plus tard, vois-tu ? Et voilà. Ce qui n'était pas parti pour être le cas. Pour commencer, on va faire les choses dans l'ordre. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ? Oui, alors donc je suis Leïla. J'ai 45 ans dans une semaine. Oh, joyeux anniversaire. Ça porte malheur en avance, je crois, pardon. Et donc, avant, j'étais prof. J'étais enseignante en collège, en espagnol. J'ai enseigné pendant 16 ans dans l'Académie de Lille. Et puis, j'ai entamé une reconversion il y a 4 ans, en 2021. Aujourd'hui, je suis assistante commerciale dans le service export d'une entreprise. J'ai quitté la région des Hauts-de-France. Je ne vis plus à Lille. J'habite dans le sud-ouest de la France et voilà, j'ai complètement changé de vie en quittant l'éducation nationale. Bien. Est-ce que, à la base de la base, tu te souviens pourquoi tu as voulu devenir prof et pourquoi d'espagnol ? Je pense que c'est quelque chose. En fait, j'ai toujours été une élève très scolaire. J'ai toujours aimé l'école. J'ai toujours eu un parcours scolaire très facile. J'ai toujours été dans des. Je me suis toujours sentie bien à l'école, dans tous mes établissements, dans mes classes. Enfin, et je pense que voilà, ça a semé une petite graine, l'envie de poursuivre dans cette voie-là. Alors, j'ai toujours aimé les langues aussi. Et en fait, mes parents se sont expatriés quand j'avais 10 ans. Donc, on a vécu pendant 5 ans au Maroc, puis ensuite en Espagne. Et c'est forcément à ce moment-là que j'ai commencé à parler espagnol, à découvrir la culture espagnole. Et que l'espagnol a commencé à prendre vraiment une place importante quoi, dans mon cursus. Et puis ça a été comme un peu une évidence en fait à un moment quand je me suis lancée dans les études, c'est en espagnol que j'ai décidé de continuer. Ouais, c'était l'appel du cœur, quoi. Après, c'est vrai Oui, que si tu l'as découvert en grandissant, je pense que ça prend aussi une place particulière dans ta vie et dans ta construction. Donc c'est vrai que tu es peut-être plus facilement orientée vers ça aussi. oui, et en plus je l'ai découvert alors en grandissant, mais pas du tout dans le cadre scolaire parce que jamais, quasiment jamais j'ai jamais eu de cours d'espagnol moi en tant qu'élève, puisque en fait quand j'étais au collège, donc j'étais au Maroc et que la LV1 c'était l'anglais, la LV2 c'était l'arabe. Et du coup, j'ai jamais appris l'espagnol au collège. Et c'est en arrivant en Espagne au lycée bon, en lycée français, hein, bien sûr, mais Ouais. c'est en arrivant sur place, en immersion, que j'ai appris la langue. Et j'ai jamais vraiment eu de cours d'espagnol pour débutants. En fait. Après, évidemment, dans mon lycée, il y avait des cours d'espagnol, mais tous mes copains de classe étaient espagnols, donc du coup, c'était quand même des cours avancés. Donc, c'est vraiment une langue que j'ai apprise
en allant au cinéma, en écoutant la radio, en discutant avec les gens autour de moi, mais vraiment pas. J'ai jamais eu de cours de grammaire en espagnol, j'ai jamais appris des conjugaisons en espagnol. Et ça t'a pas fait bizarre du coup de l'enseigner au sein de l'éducation nationale où il y a des programmes, c'est très structuré Et oui, du coup, ça a été. J'ai un peu découvert ça au fur et à mesure de mes études, de comment enseigner cette langue, parce que j'avais pas vraiment de repères sur comment moi j'avais appris cette langue-là, quoi. Oui, puis c'est pas parce qu'on parle une langue qu'on peut l'enseigner, puisque si tu regardes en France, Donc, beaucoup de gens parlent français, pour autant tout le monde ne serait pas prof de tout français. à fait, tout à fait. C'est vraiment deux choses différentes. Toi, quand tu as enseigné, qu'est-ce qui te plaisait et qu'est-ce qui te plaisait moins dans ce métier? Qu'est-ce qui me plaisait? J'aimais beaucoup préparer mes cours, imaginer comment ça allait se passer. Et j'aimais beaucoup faire des séquences un peu ludiques et puis vraiment jouer en classe avec les élèves. C'était vraiment quelque chose qui me plaisait. C'était un peu de dédramatiser, mais je pense que c'est quand même devenu quelque chose d'assez commun dans ce qu'on attend de nous en classe, de dédramatiser la langue et puis de l'enseigner un petit peu, voilà, de manière ludique. Et puis, ce que j'aimais, c'est que, alors, moi, j'enseignais dans l'Académie de Lille, donc on est quand même très, très, très loin de l'Espagne. Oui. Et bon, on avait quand même des classes très chargées et c'est vrai que ça donnait un autre horizon aux élèves, quoi. Pour eux, l'Espagne, c'était quand même très loin, c'était quand même assez. Ils y allaient pas souvent, ils n'avaient pas l'occasion forcément, et c'est vrai que de leur enseigner ça, de leur montrer des petites bribes de tout ça, c'était vraiment chouette, et puis de monter des projets avec eux, quoi. Et en plus de les emmener en Espagne une fois de temps en temps, c'était vraiment sympa. Après, j'ai adoré travailler avec mes collègues parce que j'ai eu la chance lors de mon parcours d'intégrer une section à pédagogie freinée. Et c'est vrai que du coup, on a beaucoup, beaucoup travaillé en interdisciplinarité et c'était vraiment très chouette. Je me suis beaucoup sentie soutenue à ce moment-là. Et ça m'a permis de me réinventer aussi à un moment où j'avais plus trop envie. Ouais, parce que j'imagine que du coup tout n'était pas rose si la situation est Non, non, telle non. qu'elle est aujourd'hui. Est-ce que tu as su mettre le doigt sur des choses qui te plaisaient moins? Est-ce que il s'est passé une chose à un moment ou est-ce que c'est une accumulation de petites choses? Je pense qu'il y a eu une accumulation de petites choses qui ont fait que petit à petit, j'avais plus envie, la flamme s'est éteinte et que c'est vite devenu un cercle vicieux en fait, de j'ai plus envie, je donne plus envie et puis Ouais. personne s'y retrouve vraiment. On commence à y aller tout doucement à reculons, en traînant les pieds et puis un jour avec une boule au ventre et puis de dire c'est plus pour moi, j'ai plus envie de ça. Et puis alors j'avoue que j'ai dans la majeure partie de ma carrière, j'ai été quand même assez plutôt bien soutenue par l'administration, qui a été toujours très bienveillante. Ça, pour le coup, je peux absolument pas le reprocher. J'ai eu une inspection qui s'est pas passée exactement comme je le voulais et qui m'a un peu minée aussi. Et puis voilà, au fur et à mesure du temps, plus l'envie, la passion qui s'étiole complètement. Et puis de se dire, en fait, j'ai pas envie de faire ça toute ma vie, quoi. Je me ferais presque du mal, quoi. C'est plus, j'y prends plus aucun plaisir. Quand je partais le matin en me disant vivement soir, on me dit c'est pas possible, quoi. Et puis après, j'ai aussi perdu aussi, je pense, pas mal la patience avec les adolescents. Et puis quand on commence à 25 ans, ben, quand on en a 40, on sent qu'il y a un gros décalage aussi et qu'on a moins enfin, voilà, en tout cas, moi, voilà, c'est comme ça que je l'ai ressenti, que j'avais moins envie, j'avais plus envie, en fait. Et est-ce que tu as cherché ce que tu pourrais faire d'autre avant de vraiment décider de partir? Ou est-ce que tu t'es dit, je pars et advienne que pourra? Alors, je me suis posé quelques questions aussi, et je pense que comme beaucoup d'enseignants, je me suis dit, mais je ne sais rien faire d'autre. Voilà, le fameux. Voilà, c'est ça. Alors, j'ai d'abord, dans un premier temps, je me suis dit, peut-être que c'est l'établissement dans lequel je suis, où ça fait 8 ans que je suis là et que j'ai besoin de renouvellement.
Et dans un premier temps, je lui ai demandé une mutation. Donc, j'ai changé d'établissement. Je me suis vite rendu compte que le problème, c'était pas ça. Et puis, on était arrivés, mon mari et moi, dans un moment de notre vie où on avait envie de faire une petite pause. Et c'était pile le bon moment où on a décidé tous les deux de prendre une année de disponibilité. Et donc, pendant un an, j'ai arrêté d'enseigner et je suis partie donc avec mon mari et mes deux enfants faire un tour du monde. Et en me disant, voilà, j'espère que je vais avoir un déclic pendant cette année-là, que j'ai trouvé le truc qui va me faire vibrer et que, bon, clairement, le voyage en lui-même m'a fait vibrer. C'était une année extraordinaire. Alors, j'ai pas vraiment eu de déclic. Je me suis pas dit que c'est ça que je veux faire, mais ça a semé en moi, en tout cas, comment dire, la graine de tous les possibles. C'est-à-dire que suite à ce voyage, je me suis dit, mais en fait, je peux faire ce que je veux, rien n'est impossible. Et puis voilà, enfin, c'est ma vie, c'est à moi de prendre les choses en main, le taureau par les cornes, et puis de prendre les décisions, ce qui était quelque chose d'assez difficile pour moi, de prendre les décisions à la base. Pour beaucoup de monde, je pense, hein. Ouais. Et à la fin de ce voyage, bon ben, je suis revenue, j'ai dû reparticiper au mouvement, bien sûr. J'ai réintégré l'éducation, enfin, j'ai réintégré un poste, mais je savais que voilà, c'était, ça allait se terminer, que je pouvais plus, que j'avais plus envie et que ça pouvait plus continuer comme ça. Et donc on est parti en voyage en 2018 jusqu'en 2019. J'ai fait une année scolaire, celle du Covid. Et à la rentrée 2020, je me suis dit, le 2 septembre, je me suis dit, c'est ma dernière rentrée. C'est marrant parce que bah, ça fait vachement écho avec mon parcours, parce que nous, avec mon conjoint, on l'a fait cette année aussi Ouais. de... de voyage. Bon, nous, on a un peu raté le coche, on l'a fait l'année après toi, donc c'était l'année du Covid. De vol. Donc on était à la base parti pour 9 mois, puis je crois que ça a dû durer 4 mois et demi, confinement inclus en Argentine, toute une aventure. Mais j'étais un peu comme toi, où je m'étais dit, bon, ça va me faire... un sas un petit peu en dehors de voilà du quotidien. J'étais persuadée aussi que je sais pas, j'allais avoir le fameux déclic. Et j'ai croisé tellement de gens pendant ces mois de voyage qui attendaient un déclic dans le cadre d'un changement de projet pro. Et je pense qu'on est plus nombreux à l'attendre qu'à l'avoir. Et c'est marrant parce que autant j'ai pas eu le déclic du projet professionnel, autant je suis revenue de ce voyage, j'avais déjà l'idée du podcast sur la reconversion des profs, parce qu'il n'y en avait pas, tout ça, tout ça. Et je suis revenue de ce voyage sûre que j'allais le faire, aucunement consciente que 5 ans plus tard, ça ferait partie de mon activité professionnelle, parce que tu peux pas du tout le prédire. Mais en tout cas, je suis revenue, et cette rentrée de 2020-2021, moi du coup, je me suis vraiment dit, ben... c'est ma dernière année d'enseignement, parce qu'il est hors de question que je continue de subir ma vie comme ça, parce que je suis trop jeune pour subir. Enfin, il n'y a pas d'âge pour subir, mais je me suis dit que bon, subir 40 ans qui restaient, enfin, je sais pas, il restait peut-être 38 ans, tu vois, je me suis dit c'est un petit peu long, surtout quand on y va très très à reculons. Mais du coup, je m'étais dit, voilà, je lance le podcast pour me motiver. Et il s'avère que ça a marché, mais c'est pas facile le moment où tu te dis ce sera ma dernière année. Bah ok, parce qu'il y a plein de façons de partir ou de faire autre chose ou d'essayer, ou enfin ça veut tout et rien dire, ce sera ma dernière année. Donc c'est pas évident, c'est un engagement aussi qu'on prend vis-à-vis de nous-mêmes. Si jamais on le dit haut et fort, on le prend aussi un petit peu vis-à-vis des autres. Donc ça nous renvoie cette image-là au fil de l'année quand on se pose 1 million de questions et qu'on nous demande ok, mais alors tu vas faire quoi? Eh ben j'en sais rien mon coco. Exactement. Ouais, c'est ça. Donc toi, cette dernière année durant laquelle tu t'es dit « c'est ma dernière année », qu'as-tu mis en place pour que ce soit vraiment ta dernière année? Alors déjà, cette décision, hein, c'était, comment dire? On va dire une décision commune où on s'est dit: «C'est notre dernière année», déjà dans le Nord, donc on savait qu'on allait quitter la région. Mais à tel point que je crois qu'en octobre, on cherchait un terrain dans le sud-ouest et puis on a signé et on était prêts. Enfin voilà, on était déjà en octobre, on a mis notre maison en vente aussi. Alors en vente longue qui se livrerait au mois de juillet, mais on savait qu'en juillet, on serait plus à Lille. Donc ça déjà, on a déjà mis un pied à l'étrier comme ça. Hein. Oui, c'est un changement de vie plus que juste un changement de métier, quoi. Voilà, exactement.
Alors, je me suis quand même posé la question de la possibilité de demander une mutation dans un premier temps. Est-ce que je me suis très vite rendu compte que de toute façon, l'Académie de Toulouse, j'avais pas les points pour y accéder et que ça ne faisait qu'en fait que reculer le moment où j'allais arrêter. C'était pas le C'est ça. but. Non, en termes de sensations, ça dépend de si tu sais, si tu as besoin d'un petit temps off pour tester, voilà, te reposer, te retaper et Ouais, revenir, ou si tu sais que c'est fini, fini, bon ben ouais, voilà. Sinon, c'est vrai que c'est reculer pour mieux sauter aussi, quoi. c'est ça, exactement. Exactement. Mais là, ce voyage-là nous a vraiment clairement donné des ailes, quoi. Et on s'est dit, bon, allez, tout est possible. Et en plus, on se disait, en fait, on a des ressources pour rebondir. Alors, on tente, quoi. On va jamais se retrouver sans rien ou à la rue. On sait faire plein de choses. On a les capacités. On sait pas quoi, mais on saura rebondir de toute façon. Donc, on était quand même très confiants, ce qui est quand même pas souvent le cas. Mais là, on se sentait vraiment pousser des ailes. J'ai commencé un petit peu à regarder les possibilités de changer, de rester dans la fonction publique, mais changer de corps ou de. Bon, ça me semblait compliqué en changeant de région en plus. Il fallait repasser des concours, je savais pas dans lequel. Enfin, voilà, c'était trop flou pour moi. Et puis, ben, on parlait pas mal de la rupture conventionnelle à ce moment-là. Et je me suis dit, pourquoi pas tenter? Et donc, j'ai tenté. Sauf que, évidemment, je n'avais absolument aucune idée de comment m'y prendre. Et du coup, ben, j'ai contacté mon inspecteur. J'y suis allée assez cash. Je lui ai envoyé un petit mail et je lui ai dit que voilà. J'avais déjà contacté 2 ans auparavant, 2, 3 ans auparavant, pour lui dire que je voulais prendre une année de disponibilité pour voyager. Il était très, enfin, voilà, très content de mon projet, et il m'a encouragée, etc. Et puis bah, là, je suis revenue vers lui et puis je lui ai renvoyé un mail et je lui ai dit, voilà, cette année de voyage m'a fait prendre conscience de beaucoup de choses et notamment que bah, je voulais pas continuer ma carrière dans l'éducation nationale, que j'avais entendu parler de la possibilité de signer une rupture conventionnelle et que si il voulait bien m'aiguiller en fait sur comment réaliser cette rupture, qui contacter et comment m'y prendre. Je pense que le lendemain, j'avais une réponse à ce mail. Trop bien. Ah oui, mais non, mais, pour le coup, cet inspecteur-là était vraiment super et très compréhensif, très bienveillant. Et il m'a tout de suite dit, mais je comprends parfaitement votre projet. Voilà les coordonnées d'une personne au rectorat qui saura vous orienter. Euh, D'ailleurs, je me souviens, il avait mis dans le mail, cette personne est en copie du mail. Et, euh, et le lendemain, la personne en question m'a appelé. Oh, mais c'est hyper rapide, c'est fluide, hein. Ça fait du bien quand ça se passe Ah comme ouais, ça. vraiment, oui, oui, c'est tellement rare que, vous savez, Mais comme quoi ça arrive. Il faut le garder dans ouais, un coin de sa tête, sinon on a tendance à partir défaitiste à tous les rendez-vous, les démarches. En fait, ça peut bien se passer. Donc, ouais. Donc ça, c'était début décembre 2020. Donc une personne du rectorat, monsieur, m'a contacté pour me proposer un rendez-vous avec une conseillère en mobilité, je crois que c'était. oui, oui, les conseillères mobilité carrière. Voilà. Donc c'était 2020, du coup tous les rendez-vous se faisaient soit par téléphone, soit en visio. Il n'y avait pas beaucoup de rendez-vous physiques. Donc j'ai eu un entretien téléphonique avec cette conseillère qui était très sympathique, mais qui voulait pas me voir partir. Vraiment. Donc elle essayait de trouver plusieurs options pour me faire rester dans l'éducation nationale et elle proposait à nouveau de prendre une disponibilité. Donc je lui ai voilà expliqué que c'était pas ce que je recherchais, que je comptais pas de toute façon continuer à enseigner. Et puis que bon, cette disponibilité me permettait pas moi de travailler à côté forcément. Enfin, c'était compliqué de. Oui, oui, c'était une disponibilité pour convenance personnelle, pour suivi de conjoint. Alors moi, la première dispo que j'avais prise, c'était pour élever les enfants. En fait, à Oui, l'époque, c'était élever un enfant de moins de 8 ans. Maintenant, c'est passé à moins de 12 ans oui. parce que c'était une disponibilité de droit, donc la plus facile à obtenir. Et donc, c'était à celle-là à laquelle je pense, enfin, à laquelle la personne pensait éventuellement, en sachant que les disponibilités pour convenance personnelle n'étaient pas forcément accordées C'est à ça. cause de nécessité de service, etc.
mon conjoint, mais c'était compliqué de demander un suivi de conjoint parce qu'il était toujours avec moi. Fallait le virer de la maison. Donc voilà, quoi qu'il arrive, avec une disponibilité pour élever un enfant de moins de 12 ans, c'était pas envisageable de travailler à côté. Et en même Oui. temps, bon, ben, moi, je pouvais pas envisager de ne pas travailler. Voilà, on a arrêté la conversation sans trop vraiment savoir. Enfin, j'en savais pas beaucoup plus en fait. J'ai pas eu beaucoup plus d'informations. J'ai eu aussi début janvier, donc toujours très rapidement, une visio avec un service du rectorat, deux dames qui m'ont contactée. Alors, je ne sais plus, j'ai beau rechercher dans mon historique, je ne sais plus quel service exactement, mais bon, en lien avec la rupture conventionnelle de toute façon. Et donc, ces deux personnes, on a fait un entretien et elles m'ont demandé un peu les raisons pour lesquelles je souhaitais quitter l'éducation nationale et ce que je comptais faire plus tard. Je me suis retrouvée un petit peu bête parce que j'avais pas de raison, comment dire, de santé en tout cas. Enfin, je leur ai dit clairement, j'ai pas, je suis pas en burn-out, je suis pas mal dans ma vie, mais en fait, je veux partir avant d'être en très mauvais termes avec l'éducation nationale. Et tu as entièrement raison. C'est ça, je leur ai dit, je ne veux pas attendre d'être mal pour partir. Je sens que ce métier n'est plus fait pour moi, que j'y vais plus, j'enseigne plus avec plaisir, que j'ai envie de vivre autre chose. Donc j'avais une vague idée, je m'étais dit, j'ai commencé à me renseigner un petit peu sur la rédaction web. Oui, je me souviens. Voilà, et je m'étais inscrite à une formation qui devait débuter fin février. Donc je leur ai dit, voilà, je vais débuter une formation fin février dans ce domaine-là. Je sais pas ce que ça donnera, je sais pas exactement si j'en ferai mon métier plus tard, mais voilà. Et là, les deux dames m'ont dit clairement, c'est un dossier compliqué, ça va être difficile. J'avais bien conscience que mon dossier était très maigre. Oui. Et donc voilà, on a terminé la visio comme ça. J'étais pas très sûre de moi, et puis je me suis dit bon, ça va être dur et en même temps, ben, en fait, on avait déjà entamé tout le processus pour partir. Et ça, je leur ai dit aussi aux dames en visio, je leur ai dit, mais en fait, le truc, c'est que à la rentrée, je ne serai pas à mon poste. Puisque j'ai vendu ma maison, j'ai acheté un terrain dans le sud, je vais construire une maison dans le sud-ouest. Je ne serai pas à mon poste en septembre. Et je pense que là, elles auraient très bien pu dire, bah, parce qu'elle a démissionné, merci, au revoir, et on n'en parle plus, quoi. Ouais. Ça aurait été assez simple pour eux. Et puis, bon, elles m'ont dit, bon, on revient vers vous. Il y a une commission qui va se dérouler, je crois que c'est au mois de mars. Ça me dit, on revient vers vous début avril. Et puis, début avril, elles m'ont appelé et puis elles m'ont dit, bon, ben, votre dossier est accepté. Attends, elles t'ont pas demandé de faire un dossier papier, un business plan, lettre de motivation, entretien avec un jury, tout le tintouin là? Rien du tout. Rien du tout. C'était assez très bizarre, assez exceptionnel, j'en suis consciente, hein, Oh, waouh. que j'ai eu une chance incroyable. Je pense que c'était le tout début des ruptures conventionnelles, que Je pense que c'est multifacteur. C'était à la fois le début et du coup, eux peut-être étaient moins aussi stricts ou. Je pense aussi que comme c'était le début, peu de gens savaient ce que c'était vraiment, ce que ça impliquait. Il y a quand même quelques conséquences, bon, qui généralement ne sont pas un problème quand on veut vraiment partir, mais je sais que certains prenaient un peu peur. Et peut-être aussi un autre facteur lié au fait que ce soit la période Covid, peut-être qu'ils pouvaient pas trop s'encombrer de rendez-vous et de. Ou alors, comme c'était juste la phase de test, c'était juste peut-être un petit peu moins regardant au départ. Bon, écoute, en tout cas. moi, ils n'ont pas du tout été exigeants. Je n'ai rien eu à rendre, aucun dossier, aucun justificatif, rien du tout. Trop C'était bien. vraiment. Mais oui, ça a été tellement simple que des fois, enfin, voilà, je me dis, il a fallu que je me pince pour y croire parce que quand je vois après tous les collègues, les difficultés qu'ils rencontrent, les obstacles pour obtenir cette fameuse rupture conventionnelle, je me dis que j'ai vraiment eu une chance inouïe. Bah, là, pour l'instant, en tout cas, t'es sur un parcours sans faute. Tout se passe bien. Oui, c'est Les ça, tout est rendez-vous, les fluide. interlocuteurs, les demandes, la belle Et vie. c'est pour ça, je te dis, je pense que, en fait,
Bon, là, sur cette phase-là, en tout cas, j'ai jamais eu vraiment de problème avec l'administration qui a toujours été très bienveillante, alors que ce soit avec le chef d'établissement et mes inspecteurs, bon, sauf un qui était un peu compliqué. Mais et puis là, cette phase de ce départ, en fait, tout s'est fait très facilement, très simplement. Donc tu n'as effectivement pas fait la rentrée suivante. Et non. Tu as eu une indemnité de rupture conventionnelle. Est-ce que Euh, tu veux la donner au micro ou est-ce que tu n'es pas à l'aise avec ça? Alors, j'ai aucun souci avec ça. J'ai eu une indemnité de 14 000 euros pour Ce 16 qui ans de laisse... service. Ouais, ouais, ça laisse le temps de voir venir, plus du coup les allocations chômage. Voilà, qui était donc pour 2 ans à ce moment-là. Maintenant, je pense que Oui, c'est ouais, 18 mois. Donc, ouais. quand j'y repense, je me dis, en fait, heureusement qu'il y a eu ça, parce que je ne sais pas comment j'aurais fait. On partait comme ça un peu, Ouais. je vais pas dire sur un coup de tête, mais bon, on avait pris la décision de partir sans vraiment monter de projet concret, quoi. Ton conjoint, il quittait son travail aussi? Il a aussi démissionné de son côté. Il a aussi obtenu une rupture conventionnelle. Et donc, Ah lui oui! aussi. Ouais, ouais, non, mais tout s'est tellement bien goupillé que c'était assez incroyable, ouais. Ça fait plaisir parce que c'est pas les retours que j'ai le plus fréquemment, donc je t'avoue que ça Mais oui, m'apporte un peu de c'est ça. légèreté. Mais oui, c'est pour ça, je me dis, c'est quand même assez fou. J'espère que d'autres personnes ont pu bénéficier de tout ça aussi facilement, mais Oui, parce que au final, donc vous êtes parti, toi en disant que tu allais faire de la rédaction web, mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc, qu'est-ce qui s'est passé lorsque vous êtes arrivé dans le sud? Qu'est-ce que toi tu as fait? À quoi tu t'es formé? Comment as-tu avancé dans cette réflexion-là? alors en fait, donc j'ai commencé cette fameuse formation fin février. Et puis, j'ai assez rapidement eu l'impression que c'était pas ce qui me correspondait, c'était pas ce que je recherchais et c'était pas vraiment la façon dont je voulais poursuivre ma vie. C'était pas ce qui m'animait en fait vraiment. T'as suivi la même que moi, je crois. Je pense. Ouais, à moi, tu vois, c'était l'inverse. Moi, je l'ai suivi en me disant, oh, mais c'est exactement ce que je veux faire. Ah ouais, mais tu vois, moi j'ai Mais pas eu ce on est tous déclic. différents. Et ouais, c'est ça. Et puis en plus de ça, je me suis aussi très vite rendu compte que j'avais envie de travailler dans un cadre avec des collègues, aller voilà le matin, aller avoir mes horaires, mon cadre, mon bureau, etc. Je me voyais pas du tout travailler seule à la maison, alors que à la base c'était vraiment ça, quoi. Oui. Je m'imaginais faire mes horaires moi-même, m'aménager mon petit bureau à la maison et tout. En fait, je me suis très vite rendu compte que c'était pas ce qui me convenait moi. Oui, parfois on se fait une idée de certaines choses, en fait, quand on le vit vraiment, c'est pas pareil. Et du coup, je comprends parfaitement que ça t'ait pas convenu, parce que moi, je suis donc non seulement ça me convenait, mais en plus, je suis à l'inverse de toi. Moi, il est hors de question qu'on m'emmène dans un bureau, et si je peux ne pas avoir de collègues, je suis vraiment la plus heureuse de rester toute seule. Et même au bout de plusieurs années, tu vois, je suis très bien en ma propre compagnie, on s'entend très bien, moi et moi-même. Donc, c'est sûr que moi, ça me plaisait, mais quand on a besoin de contact humain, quand on veut un cadre, une structure, etc., bon, bah, c'est sûr, c'est pas l'idéal, quoi. C'est ça. Alors, bon, bah, du coup, j'ai eu mes rendez-vous avec mes conseillers chez Pôle emploi, enfin France Travail maintenant, à l'époque c'était encore Oui. Pôle emploi. Et la première conseillère ne comprenait absolument pas pourquoi j'avais quitté l'éducation nationale et elle voulait absolument me faire retourner en me disant, mais enfin, vous vous rendez compte, ils recrutent absolument, si vous postulez, vous serez sûr d'être prise. C'est pas parce qu'ils recrutent qu'on a envie d'y aller. C'est ça, mais elle voulait absolument me remettre dans une case. Et pour elle, enfin voilà, je pense qu'au vu de mes compétences, etc., elle s'est dit, bon, bah, c'est ce qui lui correspond le mieux, en fait, hein. Elle sait le faire, alors envoyons-la d'où elle vient. Bon, le problème, c'est que c'était pas du tout à mon envie. Donc, et puis je lui ai dit, de toute façon, en ayant signé une rupture conventionnelle, je me suis engagée aussi à ne plus travailler dans la fonction publique pendant 6 ans. Donc, il n'était même pas question d'y retourner. Et puis, bon, ben voilà, j'ai profité un petit peu, j'avoue, de ce temps disponible
mais pour prendre du temps pour moi, essayer de reconstruire un peu ma nouvelle vie dans le Sud-Ouest, accompagner mes enfants aussi dans ce nouveau changement de vie. Oui. Et c'était pas évident forcément. Et puis, ben voilà, à un moment, j'ai eu une petite opportunité qui s'est présentée. Je suis depuis longtemps passionnée de couture et un jour, une, une amie m'a dit, mais ça serait super si on pouvait lancer un truc. Elle-même était couturière. Elle m'a dit, ah, et si on se lançait, on fait un truc à deux et tout ça. Et ça nous a porté, on s'est dit, allez, on se lance, on crée notre petite entreprise de couture. Ça a été très, très rapide aussi. Et puis, on a même ouvert une petite boutique. C'était vraiment super. Alors là, pour le coup, j'ai profité du chômage à ce moment-là, hein, parce que c'était c'était le meilleur moment où je pouvais tout doucement développer une activité sans trop me soucier de ce que j'allais manger à la fin du mois. Et C'est ça, bah, l'aspect voilà, financier, ouais. ouais, c'est ça, parce que bon, je me suis quand même très vite rendu compte que ce domaine-là, ça allait être compliqué, c'est très concurrentiel. Bon, voilà, les matières premières coûtent très cher, et puis c'est compliqué d'en vivre vraiment. Donc ça a été une petite parenthèse où pendant quelques mois j'ai fait un truc, un métier passion que j'ai, voilà, que j'adorais, où je comptais pas mes heures pour le coup non plus, et j'étais à fond dedans et je trouvais ça super. Mais bon, la réalité m'a très vite rattrapée et puis je me suis dit ça va pas être possible. Enfin, je peux pas, on va pas pouvoir en vivre. Donc c'est très joli, c'est très beau, mais ça suffit pas. Et donc, je suis retournée voir ma conseillère chez Pôle emploi et je lui ai demandé s'il était possible de faire un bilan de compétences. Parce que vraiment, maintenant, j'avais plus trop envie de faire les choses au feeling. Il fallait quand Oui. même que je cadre un peu plus ce projet. Et puis voilà, encore une fois, elle a eu la chance de pouvoir bénéficier d'un bilan de compétences. Et là, pour le coup, avec une personne qui était vraiment super et qui a tout de suite compris un peu ce que je recherchais et ce qu'il était capable de faire, ce que je étais capable de faire en fonction de mes compétences, etc. C'est un bilan du coup qui était pris en charge par Pôle emploi, Totalement pris en charge, ouais. qui durait longtemps, tu te souviens à peu près? Je l'ai commencé en début d'année. Je pense que ça a duré 2 ou 3 mois. Ok. Ouais, souvent c'est autour de 12 semaines, donc ça peut Ouais, totalement être ça, ouais. voilà. Ok, et toi, ça t'a convenu, t'as appris des choses sur toi, t'as réussi à, Ouais, c'est ça. on va dire, rétrécir un peu l'entonnoir pour tes Tout à recherches. fait, tout à fait. Et puis poser les choses vraiment, dire les choses aussi, parce que c'est pas, enfin, voilà, on pense beaucoup, mais on a peu de. Enfin, j'ai eu l'impression moi d'avoir peu l'opportunité d'exprimer vraiment les choses, de dire à haute voix à quelqu'un d'autre, voilà ce qui me plaît, voilà ce que je sais faire, et puis, oui, c'était vraiment un temps d'introspection qui a été nécessaire et vraiment utile, quoi. Qui m'a vraiment fait prendre conscience que, et voilà, je sais parler espagnol, je sais parler anglais et que ça, c'est quand même hyper recherché. Et qu'est-ce que je peux faire de tout ça, quoi, à part l'enseigner. Ouais, c'est clair. Et ça t'a mené au métier que tu fais aujourd'hui ou ça t'a mené à un domaine d'activité, à un secteur global et ensuite, bah, en fonction des offres qui passaient, t'as affiné? Ça m'a menée au métier directement. Ok, Ouais. Où, voilà, j'avais déjà vu des offres d'emploi tant que, de poste pour des assistants commerciaux dans un service export. Donc ça m'avait déjà un petit peu mis la puce à l'oreille. Je m'étais dit ça pourrait être intéressant, ça pourrait me plaire, mais j'avais un petit frein. C'est que je suis dans une région là qui vit essentiellement du vin. oui. Et donc il y a beaucoup d'entreprises qui vendent du vin et moi je ne bois pas d'alcool. Et tous les postes que je voyais passer d'assistante commerciale service export, c'était dans ces entreprises-là. Et je me suis dit, non seulement je ne sais pas ce que c'est que d'être vraiment assistante commerciale, donc déjà pas très légitime, mais en plus, si je bois pas d'alcool, comment vendre du vin à l'étranger Oui. si je peux même pas, voilà. Enfin, pour moi, c'était vraiment là pour le coup.
le syndrome de l'imposteur plus. Oui, ça manquait de sens, quoi. Totalement, totalement. Donc autant travailler dans un service export parce que voilà, clairement l'international, c'était ce qui me bottait. Ça oui, mais il fallait que je trouve un autre secteur, quoi. Une fois que j'ai déterminé ça avec la conseillère, elle m'a dit, bah, dans un premier temps, mettez à jour votre fiche Pôle emploi. On ne sait jamais si quelqu'un passe par là. Avec la chance que tu as depuis le début, je suis sûre que ça a marché. Ça n'a pas duré une semaine. Au bout d'une semaine, j'avais un message sur mon répondeur. On a vu votre profil, on est intéressé. Donc oui, non, mais c'est incroyable parce que je me dis, j'ai vraiment une bonne étoile. C'est fou parce que tout s'est fait de manière très fluide et tout est arrivé au moment où ça devait arriver. Donc T'as dû faire quelque chose de bien dans une vie antérieure. ça doit être ça. Ça doit être ça. Et puis voilà. Et donc c'était pas une entreprise qui vendait du vin. J'allais te poser la question, donc en plus bingo. Voilà. Et puis bon, alors il faut aussi dire, dans la région où je suis, il y a beaucoup de vin, mais c'est une petite ville et qui est pas forcément axée sur l'international. Donc je peinais quand même. Enfin, moi-même, je me disais, ça va être compliqué de trouver une Ouais. entreprise avec un service international. Et là, ben, c'est l'entreprise qui est venue à moi, donc c'était inespéré. Et Tu joues au loto de temps en temps? non, mais il faudrait vraiment. Je pense, hein, gratte une petite grille tout à l'heure. Ouais, ouais, il faudrait vraiment. Et puis voilà, donc j'avais ce message-là sur ma boîte mail, donc j'ai rappelé, enfin j'ai lu le message 15 fois, je me suis dit bon, je vais faire une pause, je vais manger, je vais appeler après, je peux pas appeler tout de suite, il faut quand même que je me fasse un peu désirer. C'est ça. Et puis j'ai appelé, en fait l'entretien téléphonique, ben, c'est quasiment transformé en entretien d'embauche. Ça a duré pas mal de temps. On a fait cet entretien en français, en anglais, en espagnol, déjà des premières abords. Et donc voilà. Et puis la personne m'a dit, ben, super, j'aimerais bien vous rencontrer. Là, j'avoue que j'ai eu un petit coup de stress parce que, ben, en fait, j'ai jamais fait d'entretien d'embauche jusqu'à Ouais, présent. oui, puis là, ça va vite, quoi. Et ça va très vite. Et ça va très vite. Et puis voilà, premier entretien, ça s'est très bien passé. Alors j'avais très peur, je me posais mille questions, je m'étais hyper renseignée sur l'entreprise, j'avais tout. Je pense, et en fait, pendant 1 heure et demie, la personne en face de moi ne m'a parlé que de mon tour du monde et on a discuté que de voyage pendant tout l'entretien. Toutes les petites formations que j'avais eues sur Pôle emploi, sur comment se déroule un entretien, ce qu'il faut dire, ce qu'il faut pas dire, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire, en fait, ça n'avait rien à voir avec tout ce qu'on m'avait expliqué auparavant. Donc, C'est dingue parce que en fait, il y a aussi une part quand on recrute, il y a une part d'humain. Donc forcément, si tu as le bon feeling avec la personne, ça risque de mieux se passer que si c'est pas le cas. Donc exactement. finalement, si l'accroche se trouve sur un point personnel, ça en dit quand même beaucoup sur ta personnalité, d'être capable de voilà, de tout quitter, de partir à l'aventure en couple avec des enfants. C'est Ouais. aussi une organisation, une gestion. Ça en dit quand même beaucoup sur la personne. Donc c'est normal que ça soit pris en compte par les personnes qui pensent comme ça, ce qui n'est Oui, pas c'est vrai. toujours le cas. Mais parce que certaines personnes pourraient dire ah bah ça fait un trou dans ton CV. Oui, c'est vrai. C'est vrai, ça aurait pu être perçu comme ça. Là, c'est vrai que ça a été pris autrement, on va dire bon bah cette expérience. Alors clairement, les mots qui ont été utilisés quand on m'a dit que j'étais prise pour le poste, c'était c'est ton expérience à l'international qui m'a convaincue. Parce que j'ai vécu au Maroc, en Espagne quand j'étais jeune, parce que j'ai fait un tour du monde, parce que je parle plusieurs langues et que voilà. Donc au final, tout ce que j'ai appris, toutes mes compétences de prof, etc. Alors peut-être que ça a joué, mais là c'était vraiment mon expérience à l'international qui a fait la différence. Et ils te proposaient un CDD, un CDI. C'était un CDD de 3 mois suivi d'un CDI. Ok, Ouais. ok. Et donc, du coup, j'imagine que le CDD s'est transformé en CDI. Tout à fait. Alors,
J'ai eu quand même une petite frayeur parce que j'ai eu un troisième entretien après suite à ce deuxième entretien parce que j'étais pas toute seule en lice pour le poste. Ok. Et on était trois, et parmi les trois, j'étais la seule qui n'avait absolument zéro expérience dans le domaine de l'assistanat commercial, qui n'avait jamais travaillé dans une entreprise, etc. Et j'ai eu donc un troisième entretien cette fois-ci avec donc la personne qui m'avait contactée, plus le big boss de l'entreprise. Et là, j'étais pas du tout à l'aise. J'ai eu l'impression d'avoir fait et dit n'importe quoi pendant cet entretien, et je suis sortie de là en me disant mais c'est bon, c'est foutu. C'était pas pour moi, tant pis. Et en plus, je faisais l'entretien à 8 heures du matin et après je partais sur Paris, donc j'avais 6 heures de route après. Ça a été les 6 heures les plus longues pour mon mari et mes enfants. Ils m'ont tiré une tronche de 3 kilomètres. Et à peine arrivée à Paris, je recevais un message pour me dire c'est toi qu'on a sélectionné. Donc les autres ont raconté encore plus n'importe quoi que toi? Peut-être, mais ça a été en tout cas le soulagement. Et puis voilà, donc quand je suis arrivée sur le poste, on m'a dit non, non, mais c'était 100% pour toi. Donc Ah, waouh. c'est super valorisant en fait, c'est un moment de se dire bah, j'ai une fiche de poste, je sais rien faire de ce qui est demandé dans les C'est ce que j'allais te rien n'y est demander. pour moi, La mais formation, tu vois. parce qu'en fait je voulais vraiment pas reprendre mes études, enfin c'était pas le moment, j'avais 40 ans, j'avais pas le temps, j'avais pas les finances pour, etc. Donc je voulais vraiment trouver un métier où je puisse me former directement sur le terrain, et puis voilà, c'est ce qui s'est passé en fait. Là, j'ai eu droit à une petite formation accélérée, et puis voilà, j'ai eu des super collègues qui m'ont aidé, et qui m'ont appris plein de choses, et puis Oui, t'as appris en faisant, en fait, quoi. exactement. C'est un gain de temps aussi, hein. Enfin, ça dépend après de la personnalité de chacun et de comment on aime apprendre, parce que ça, chacun aussi ses manières de fonctionner, ses stratégies d'apprentissage. Mais c'est vrai que si t'es plutôt à apprendre dans la pratique, même tu vois pour les enfants à l'école, on leur dit toujours que c'est mieux d'apprendre en faisant Tout à fait. qu'en étant passif ou qu'en restant dans la théorie. Donc au final, ça peut être un beau gain de temps. Et si ça te convient, ben, en fait c'est gagnant-gagnant, quoi. Ouais. Pour eux aussi, enfin, dans le Oui, fond. oui, oui, c'est ça. Et est-ce que tu es toujours dans la même entreprise depuis? Toujours. Ok. Donc, en quoi consiste ton métier? Et peut-être qu'il a évolué au fil des années, du coup, mais en quoi ça consiste? Qu'est-ce que tu fais pour les personnes qui ne connaissent pas et qui voudraient se projeter? Alors, eh ben, c'est assez simple en fait. C'est une entreprise qui est spécialisée dans un domaine en particulier, qui vend beaucoup en France, mais aussi à l'étranger. Et donc, moi, je suis dans le secteur export. On n'est que deux, moi et le directeur commercial, dans ce secteur-là. C'est une petite entreprise. On a des clients dans 27 pays en Europe. Et donc, moi, j'entretiens le lien avec ses clients, je prends en charge les commandes, le transport, et puis voilà, la gestion aussi un peu administrative du portefeuille client, Tu utilises vraiment les langues au quotidien? au quotidien, tout le temps, Ok. tout le temps, tout le temps. On a beaucoup de clients en Espagne, donc tous les jours, je parle ou j'écris, parce que quand même le gros de la communication se fait par mail. euh, donc en espagnol, et après avec bah, le reste des clients, c'est tout en anglais. Donc oui, tous les jours, je parle en anglais, en espagnol. Et tu travailles dans un bureau avec des collègues? Et je travaille dans un bureau, dans un petit open space. On est donc, 6 dans le service. Donc c'est un petit bureau au calme. Enfin, c'est vraiment c'est bizarre, mais en quittant l'éducation nationale, en quittant les classes avec le brouhaha, les, la fatigue physique, la fatigue émotionnelle, etc., j'avais vraiment envie de trouver voilà, ce genre de poste où je suis consciente que ça convient pas à tout le monde, mais moi j'avais envie de ça, et c'est pas forcément voilà le poste
que tout le monde rêve d'avoir. C'est peut-être pas non plus le poste de mes rêves non plus, hein. Maintenant, c'est un métier que j'aime faire, mais et qui me convient maintenant à l'instant T. On ne sait pas après de quoi demain sera fait. On ne sait jamais. Mais voilà, c'est un métier qui me plaît et où je m'y retrouve. C'est vrai qu'il y a des choses, par exemple, maintenant j'ai intégré le monde des gens qui n'ont que 5 semaines de congé annuel. Ça faisait partie des questions à venir. Voilà. Donc il y a des choses qui sont, mais qui me conviennent parce qu'au final, je me sens beaucoup moins fatiguée, que ce soit physiquement ou émotionnellement. Je rentre chez moi, je n'ai rien à faire d'autre que penser à moi, à ma famille et à mon petit quotidien. Et ça, vraiment, ça n'a pas de prix. Et mes week-ends sont totalement off du vendredi 17h jusqu'au lundi 8h, quoi. Donc, Trop bien. En fait, comme oui, tu peux couper vraiment de façon ouais, quotidienne, hein, chaque soir et puis hebdomadaire avec chaque week-end. Du coup, c'est vrai qu'il y a moins besoin de ces grosses coupures de vacances. Et puis, quand tu es enseignant, les vacances, tu as aussi du travail à faire dessus, tout à fait. forcément. Ça se fait pas tout seul. Alors que là, bah oui, tu as moins de vacances, mais ce sont de vraies vacances. Donc, c'est difficile à comparer. Et j'en parlais encore aujourd'hui, parce que bah, j'enregistrais donc chronologiquement. Si vous écoutez ce que je dis là maintenant, je parle d'un épisode qui est sorti il y a 1 ou 2 semaines. Je réenregistrais avec Maude, que j'ai interviewé cet été, qui nous a fait vivre sa reconversion de l'intérieur et qui là se lançait à son compte. Donc, comme moi, je suis à mon compte. Et qui me disait, ben, en fait, là, je vais avoir pas de vacances du tout. Parce qu'en fait, c'est à toi de te créer tes vacances et de penser ton salaire, enfin ton chiffre d'affaires pour que ça inclue des vacances. Et elle me disait, ben en fait, maintenant que je suis plus prof, je me rends compte que les profs ont beaucoup de vacances. Mais je me rends aussi compte que ben, quand j'étais prof, j'avais besoin de beaucoup de vacances parce que t'es fatigué en c'est fait. ça, Et comme tu totalement. disais, que ce soit physiquement, émotionnellement, psychiquement, enfin voilà, c'est fatigant comme métier. Et moi, c'est une réflexion que je me suis faite, parce que bah, là, je pars en vacances là, ce mois-ci, mais j'ai pas pris de vacances depuis une éternité. J'ai dû prendre 4 jours en juillet cette année. J'ai essayé de prendre 4 jours en avril, j'ai dû en prendre que 2. Au final, ça s'appelle un week-end, tu vois, pas de vacances. Et avant ça, j'en ai pas pris depuis, mais au moins 2024. Et jamais je ne pourrais être enseignante comme ça 12 mois consécutifs dans l'année. Non, C'est juste non, impensable. non, c'est Même les, impensable, c'est intenable. même les périodes de 7 ou 8 semaines, parfois, je me disais, en vrai, 6, ce serait bien, quoi. Donc, c'est Ouais, juste complètement ouais, différent. C'est totalement. une autre façon de voir les choses. En fait, c'est très relatif. Et je pense que bah, ça confirme que tant qu'on n'a pas été enseignant, on peut pas juger la quantité de Tout vacances à des fait, enseignants. Elles sont tout là à pour fait, une raison, quoi. tout à fait. Non, non, moi, je me rends vraiment compte que je n'en ai pas besoin. J'en aurais envie. Si j'en avais Oui. plus, je les prendrais sans, sans discuter. Mais j'en ai physiquement pas besoin. Je me sens pas épuisée comme j'ai pu l'être quand j'enseignais. Et c'est vrai que le fait d'avoir déjà toutes mes soirées et tous mes week-ends qui sont off et qui me permettent de vraiment me reposer, ça recharge déjà pas mal les batteries, quoi. Et tes journées, t'as des horaires fixes aussi, du coup? Oui, j'ai des horaires fixes. C'est un poste à 35 heures. Donc, j'ai commencé en faisant 9h-17h tous les jours. Puis pour voilà, des raisons, pour pouvoir accompagner ma fille à des rendez-vous médicaux le mercredi après-midi, j'ai modifié mes horaires. Donc, je faisais 8h-17h tous les jours, sauf le mercredi 8h midi. Et il se trouve que le domaine dans lequel je travaille, c'est assez saisonnier. C'est-à-dire que c'est assez calme une bonne partie de l'année et de septembre à décembre, c'est très intense. Donc du coup, on a un petit peu aménagé aussi nos horaires, diminuer notre temps de travail sur les périodes calmes et augmenter sur les périodes intenses. Donc là, Ok. actuellement, je fais 8h, 17h tous les jours, Ok. mercredi Oui, après-midi inclus. on est dans la période intense. Voilà, c'est ça, c'est ça. Donc bon, après, ça reste que 40 heures semaine, mais c'est Ouais, largement. mais c'est beaucoup. Oui, oui, mais c'est largement faisable parce que, comme tu disais, Oui, ben voilà, je suis dans un petit bureau où il n'y a pas beaucoup de bruit, où c'est calme, où c'est oui, les l'ambiance. conditions font que... Voilà, voilà, où c'est quand même facilement supportable.
Oui, c'est pas 40 heures dans une classe. c'est sûr. On se comprend. Est-ce que, si tu es à l'aise avec le sujet, financièrement parlant, est-ce que ton salaire est supérieur ou inférieur à ce que tu touchais avant et est-ce que tu souhaites chiffrer? Mon salaire est largement inférieur à celui que je touchais OK. avant en tant que professeur. J'ai, je pense, presque une différence quand même assez conséquente de 500 euros par mois. Donc, je sais pas s'il faut chiffrer exactement, mais Dans les grandes lignes, parce qu'en fait, ça dépend de combien tu touchais quand tu étais enseignante. alors voilà, alors, au bout de 16 ans, j'étais à peu près 2300 net en tant OK. qu'enseignante. Et donc là, ben, j'ai refait un petit peu à la baisse Réviser. mes prétentions, déjà parce que ben, j'étais totalement débutante dans le métier. Alors même si j'avais des compétences qui étaient recherchées, c'est vrai que c'est compliqué d'exiger beaucoup, que je suis une très mauvaise négociatrice en plus. Donc voilà. Et que ben, voilà, petit à petit, je sais que ça va évoluer, mais Au-delà du salaire en lui-même, est-ce que tu as aussi des perspectives d'évolution dans ton métier, dans tes missions? Est-ce qu'il y a des choses qui te font envie ou est-ce que tu es très bien là où tu es? alors là pour le moment, je suis bien où je suis, mais je pense que il y a des perspectives d'évolution. Pour le moment, c'est pas forcément ce que je recherche, que j'ai vraiment envie de me perfectionner dans ce que je fais là et voilà, d'être Ouais. totalement autonome dans mon travail. Bon, je le suis déjà, et ça me plaît. Après, je pense qu'il y aurait des perspectives, oui, d'évolution, qui sont pas forcément ce que je recherche. Oui, oui, c'est comme quand on est enseignant et qu'on nous dit mais vous pouvez devenir inspecteur. Bon, Oui, voilà, il y a des exactement, gens c'est à ça. qui ça plaît, mais d'autres à qui ça plaît Ouais, pas du tout. Donc tout c'est pas à parce fait. qu'il y en a qu'il faut les saisir. Euh, Petit aparté, parce qu'on en a parlé quand même tout à l'heure. Je sais donc que tu es ambassadrice de Home Exchange. Oui, c'est vrai. Euh, alors, au Mexique, j'ai commencé en rentrant de notre tour du monde, Ouais. où je me suis dit, il faut vraiment, enfin, c'est vraiment, voyager, c'est vraiment nécessaire pour moi, pour nous. Et il faut qu'on trouve des façons de voyager. Alors, d'abord, parce que pendant le voyage, on a été beaucoup accueillis chez des gens. C'était assez incroyable, des gens qui nous suivaient sur les réseaux et qui nous ont contactés en disant, bah, si vous venez là, on vous invite chez nous. Et donc, on a été accueillis par beaucoup de monde un peu partout dans le monde. Et on s'est dit, voilà, il faut qu'on trouve quelque chose, un système qui nous permette de continuer comme ça et aussi de rendre l'appareil, quoi. Et en rentrant de voyage, une collègue m'a dit, ah ben moi je fais de l'échange de maison, c'est super. Je reviens d'Afrique du Sud, elle était. Et je me suis dit, attends, c'est incroyable comme système, on se lance. Et ça a été un petit peu long le lancement parce que c'est tombé en plein pendant Covid, donc forcément, c'était pas le moment d'échanger ses maisons. Mais après, voilà, on a trouvé le truc, on s'est lancé vraiment à fond et on a trouvé ça vraiment génial. Et c'est vrai que ça nous permet aussi bah, malgré la baisse des salaires, de continuer à voyager et de pouvoir faire de beaux voyages sans se ruiner. Ah oui, parce que du coup, tu peux échanger avec n'importe quel logement où il faut qu'il y ait peut-être le même nombre de chambres. Et est-ce que vous devez aussi échanger au même moment ou est-ce que ça peut être en différé? Et non, et en fait, c'est ça qui est vraiment super, c'est que tu peux, non seulement alors, tu peux échanger avec quelqu'un, c'est-à-dire aller chez la personne et elle vient chez toi au même moment. Ça, Ouais, c'est l'échange réciproque simultané. Tu peux échanger avec cette même personne, mais qui vient chez toi à un autre moment. ok. C'est-à-dire, tu vas chez elle en été, elle vient chez toi en hiver, par exemple. Donc, ça, c'est l'échange réciproquement simultané. Mais il y a aussi un système de points, c'est celui qu'on utilise le plus parce qu'on se trouve que c'est vraiment le plus pratique et le plus facile à mettre en place. C'est-à-dire que ta maison a une valeur en points qui est établie en fonction de sa localisation, de ses équipements, de son nombre de couchages. Et puis, bah, quand tu t'inscris, on te donne déjà une petite cagnotte de points pour commencer tes échanges. Et ensuite, tu contactes les gens chez qui tu souhaites aller, les endroits où tu souhaites te rendre. Et tu leur dis, ben voilà, je suis prête à vous donner les points que valent votre maison pour venir une semaine chez vous. Et eux, avec ces points-là, vont pouvoir aller chez quelqu'un d'autre. Donc là, Ok. c'est presque un échange à trois, en fait. Moi, je vais chez quelqu'un qui va chez quelqu'un d'autre et quelqu'un d'autre vient chez moi à ce moment-là.
Les maisons musicales. Ouais, c'est ça, et c'est ce qui est génial, c'est que bah, forcément, nous, on aime beaucoup aller en Amérique du Nord. Alors, les gens au Canada, par exemple, viennent pas forcément tout le temps, ils viennent pas forcément facilement en France systématiquement. Donc, c'est vrai que nous, quand on va là-bas, ben, on a, par exemple, des Parisiens qui sont chez nous, ou des Marseillais, ou des Espagnols, et ça permet, ben, voilà, de faciliter les échanges. C'est vraiment un super système, et on est devenu complètement accro. Oui, parce que ça peut être autant des longues durées que juste un week-end, en fait, en fonction de la disponibilité, quoi. Exactement, Ok. exactement. Bon, alors on a en plus de notre maison, on a aménagé un petit logement juste à côté qui nous permet d'accueillir quand. Je sais, j'ai suivi les travaux, je rêve d'y venir. C'est Bah oui, tellement et beau. ben écoute, avec grand plaisir. Mais et c'est vrai que du coup, on peut accueillir des gens dans ce petit logement pendant que nous, on Ouais, est chez nous, et du coup, c'est ce qui est chouette aussi, c'est que du coup, ces gens, on les rencontre parce que quand on part, quand on échange avec d'autres personnes, ben on rencontre pas forcément les gens chez qui on va en ouais. temps normal. Mais là, c'est chouette parce qu'on peut rencontrer les gens qui viennent dans notre petit logement. Et puis bah, nous, du coup, on accumule aussi des points qui nous permettent de partir. Ouais, moi, je mettrai de toute façon ton compte Instagram en description si vous voulez voir ce joli petit logement qui donne envie Oui, de cumuler des points pour Non, mais je me suis dit que c'était chouette de faire cette petite aparté puisque bah, les enseignants ont, donc comme on le disait, beaucoup de vacances, oui, mais surtout ils sont curieux, ils aiment l'aspect humain, ils aiment l'aspect culturel, et en fait, bah, on n'a pas toujours, enfin, un enseignant, ça ne gagne pas beaucoup d'argent. mhm, Donc, quand il s'agit de partir en plus avec sa famille et tout ça, on peut pas ouais. forcément partir loin, partir longtemps. Et je me suis dit que c'était peut-être un système qui allait faire tilt chez certaines personnes à qui ça allait correspondre. Et Mais en plus, il y a énormément d'enseignants dans la communauté oui, en échange. Je pense même que ce genre de initiative a été faite par des enseignants à la base. Et oui, c'est vrai que nous, ça nous a vraiment simplifié les voyages. En plus, alors, ce qu'on aime aussi, c'est aller chez les gens parce qu'on arrive dans une maison où on est accueilli, où on a, tu vois, les enfants. En fait, quand on arrive chez des gens, mais ils arrivent dans une chambre d'enfants où il y a des jouets, où il y a des livres, où il y a plein de choses. Et c'est vrai que ça change aussi toute la phase du voyage. On n'est plus vraiment des touristes en fait quand on voyage en échange de maison parce que on arrive dans le quotidien d'une famille ouais, locale c'est et vrai que c'est une façon différente de ouais, voyager. tout à fait. Et sans ça, on n'aurait pas pu continuer à voyager, pas comme on aime parce que nous, on aime bien voyager loin. Et donc, comme je disais tout à l'heure, on aime beaucoup aller en Amérique du Nord, au Canada, aux États-Unis. Et le post-logement, c'est celui qui est le plus cher en fait. C'était une petite parenthèse vacances pour préparer Voilà. vos congés estivaux. C'est ça. Voilà, voilà. Et bah non, il me reste une question très importante à te poser quand même. C'est comment compléterais-tu la phrase avant j'étais prof, aujourd'hui je suis? Ah, avant, j'étais. Oh là là, j'ai pas réfléchi. Ça fait 5 ans que je la pose, t'as pas bien fait tes devoirs. C'est vrai. Non, mais c'est vrai en plus. Oh là là. Avant, j'étais prof. Aujourd'hui, je me sens à ma place et je me sens épanouie. Ouais, ça me fait plaisir. Ouais, Ouais. c'est cool parce que franchement, c'est un beau parcours et c'est chouette de mettre aussi en avant des histoires où les choses juste se passent bien. Les choses s'enchaînent, ça déroule sans accroc. Ouais. C'est cool. Je suis contente pour toi parce que bah, c'est vrai que moi j'échange avec beaucoup de personnes pour qui ça peut être extrêmement compliqué sur plein de pans de vie, hein, parce qu'il peut y avoir plein de choses qui vont mal en même temps, malheureusement parfois. Et bah là, de ton côté, c'est vrai que de voir beaucoup de choses qui vont bien, même si la vie n'est jamais toujours toute rose, mais de voir autant de choses, que ce soit de démarches, de demandes, etc., qui se passent le mieux possible, oui, je t'encourage à faire une petite grille de loto en raccrochant, quoi. Oui, oui, non, mais c'est ce que tu dis en fait. Ça a été très fluide, ça s'est fait très facilement. Ça ne veut pas dire pour autant que tout était facile. Oui. Enfin, il y a eu quand même pas mal de remises en question, même là dans mon travail actuellement. Parfois, je me dis, est-ce que c'est forcément ce que je veux faire tout le temps? Enfin voilà, je suis tout le temps en train de me poser des questions. Parce que... Mais bon, là, je suis dans une phase où je me dis que je me sens à ma place, je me sens bien et c'est
pour le moment, à l'instant T, je suis bien. Après, on verra bien ce que la vie nous réserve. Eh ben écoute, je te souhaite que tu restes bien le plus longtemps possible. Et puis le jour où tu voudras changer, je sais que tu réussiras. Je me fais pas de soucis pour toi. Merci. J'essaie de garder en tête cette phrase qu'on s'était dite, que en fait, on a toutes les ressources pour rebondir, quoi. Donc, Oui, puis là, tu l'as fait une fois et tu as testé plusieurs choses. En plus, comme tout s'est bien déroulé, je pense que tu pars avec moins d'appréhension quand tu dois recommencer aussi. oui. Après, si on devait recommencer, ça se passerait, j'en suis consciente, pas aussi facilement, parce que Ah, disons que... bon, hein, on peut pas avoir deux fois la rupture conventionnelle, voilà. C'était un peu une sacrée chance, mais voilà, c'est arrivé au bon moment et voilà. Bon, j'espère que ça inspirera des gens qui écoutent et qui vont se dire bon, allez, je tente parce que peut-être que ça va bien se passer. C'est une Mais réalité, oui, peut-être que ça va bien se passer. tout à fait. Et ce que je voulais aussi faire ressortir un peu dans mon témoignage, c'est qu'on peut avoir une idée d'une reconversion et que finalement, ben, le parcours initialement prévu peut se dérouler autrement. Et, Tout à fait. et voilà, je pensais partir dans la rédaction web, c'est pas ce qui s'est fait. Je pensais continuer dans la culture, et voilà. Et au final, voilà, le projet évolue au fur et à mesure C'est des ça. circonstances. Oui. Oui, puis toi, en l'occurrence, parce que ça ne te convenait pas forcément, donc tu as cherché pour trouver autre chose. Mais moi, en l'occurrence, la rédaction web, ça me convenait parfaitement. Mais Oui, la vie a fait que d'autres opportunités sont ouais, arrivées et tout aussi cool. Et je me suis dit, bah allez, je tente. Et là, en fin 2025, là, quand on enregistre, j'ai plus que 3 heures de rédaction web par semaine pour un client, tu vois. Donc, c'est plus du tout ouais. le cœur de mon métier. Euh, et pourtant, j'aime ça. J'arrête Mhm. pas parce que j'aime pas, c'est juste qu'il y a des trucs que j'aime encore plus. Donc, C'est ça. Après, il faut sélectionner, c'est prioriser. ça. C'est aussi toute une affaire, ça, hein, Ouais, c'est de vrai, c'est prioriser, de vrai. faire des choix. Choisir, c'est renoncer. Exactement. Mais ben, en tout cas, merci beaucoup pour ton témoignage. Puis double merci d'avoir accepté un enregistrement alors que du coup, c'est la période chargée aussi pour toi. Non, mais non, avec plaisir. Et ça m'a fait vraiment beaucoup de bien de me replonger ce parcours voilà, une petite introspection encore et dire, Ouais. voilà, j'en suis là aujourd'hui et voilà, le parcours en valait la peine. C'est ça. Bah écoute, merci beaucoup. Et puis bah, très contente de pouvoir échanger avec toi de vive voix après toutes ces années à s'envoyer Oui, des petits messages écrits et vocaux sur Instagram. Ça c'est change, c'est vrai. cool. Et puis bah, je suivrai la suite de ton parcours avec assiduité. Et puis bah, si je suis toujours là dans 5 ans, je te donne rendez-vous dans 5 ans comme je fais avec ceux de la saison 1 pour voir si les choses ont changé. Avec grand plaisir. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Pensez à vous abonner au podcast pour ne pas rater les prochains. Pour m'aider à faire connaître l'émission, vous pouvez la noter et la commenter sur votre application d'écoute. Je vous invite également à la partager avec vos proches, vos collègues et sur vos réseaux sociaux. Retrouvez l'actualité du podcast sur Instagram et Facebook @avantjétaiprof. Et si vous avez besoin d'aide dans votre propre reconversion, jetez un œil à mon site internet avantjétaiprof.com. Vous y trouverez la liste de tous les épisodes du podcast, des articles de blog, des idées de formation et mes propositions d'accompagnement. À bientôt!